sujet des transformations est en cours. Est-ce que ça va assez vite? Est-ce que le mur ne se rapproche pas à grande vitesse? La transformation est en marche au niveau des individus, des collectivités et des entreprises. Donc nous, pendant cette demi-heure, on va se concentrer sur le monde de l'entreprise pour faire plaisir à Vincent Baolé, mais surtout parce qu'il y a des discussions en cours sur la loi Pacte, et c'est en partie le sujet. Il y a les indicateurs pour les objectifs du développement durable qui sont récemment sortis. Et puis, on a la chance d'avoir Jérôme Julia qui va nous parler beaucoup des indicateurs de l'immatériel, qui sont des sujets qui prennent de plus en plus d'importance et qui se précisent. Et donc, le sujet pendant cette demi-heure, c'est d'essayer de voir si, dans tous ces indicateurs, un point commun qui est de mesurer la partie extra-financière de l'entreprise. Aujourd'hui, les indicateurs pour mesurer la performance des entreprises sont surtout financiers, et même si les rapports RSE sont de plus en plus complets, de plus en plus intégrés, qu'il y a de plus en plus d'indicateurs dedans, ils sont souvent techniques, pas forcément comparables entre deux entreprises de même niveau. Et donc, on n'a pas forcément la bonne grille de lecture pour comprendre l'engagement et la trajectoire menée par les entreprises. Donc, pour mener ce débat, on a la chance d'avoir Marie-Hélène Aubert. Bon, je ne la présente pas, tout le monde la connaît. Vous êtes très engagée, députée, ancien député européen. Et surtout, vous avez été très active pour la COP 21 aux côtés de M. Hollande. Et aujourd'hui, vous êtes inspectrice générale de l'administration du développement durable. J'ai pris mon papier pour pas fourcher. Valérie Martin, qu'on ne présente plus non plus, très engagée à l'ADEME sur la communication depuis des années, qui aujourd'hui est chef du service mobilisation grand public, presse et institutionnel. C'est surtout toutes les grandes campagnes depuis des années pour informer, mobiliser le grand public sont menées par toi et tes équipes. Et puis, et c'est comme ça qu'on s'est connus, il y a quelques années, tu as été très actif pour accompagner la transformation des agences et du monde de la communication. Voilà. Et puis Jérôme Julia, qu'on connaît moins ici, qui est senior partner au sein d'un cabinet de conseil qui s'appelle Kea Partner, qui travaille sur la transformation des entreprises. Et Jérôme aussi est président de l'Observatoire des immatériels, travaille beaucoup sur le sujet des immatériels, et il va nous raconter un certain nombre de choses, notamment des nouveaux outils, outils qui sont en train d'émerger. Donc premier petit moment d'échange, j'aurais voulu avoir votre avis, et peut-être en commençant par toi, sur ce constat des indicateurs, ce qu'on a entendu ce matin. Est-ce qu'ils sont parfaits? Est-ce qu'il y a des choses qui émergent? Et comment on peut engager cette discussion sur le sujet. Merci. Bon, je suis ravie de me retrouver ici, mais je ne vais pas m'étendre sur les Saint-Malek. Je vais peut-être jouer le rôle de la schtroumpfette de grognon ce matin. C'est-à-dire que on dit oui, la transition, c'est bon, tout le monde y est, nos jeunes générations, elles sont à fond dedans. Et d'ailleurs, il y a plein de choses qui se font, les entreprises, tout le monde, etc. Bon, il n'y a qu'un petit souci, c'est que tous les indicateurs, justement, dont nous disposons, nous disent le contraire. En matière d'émissions de gaz à effet de serre, c'est pas bon. En matière de biodiversité, c'est pas bon. Ça s'effondre. Nos émissions de gaz à effet de serre françaises ont augmenté l'année dernière, et en particulier dans le domaine des transports. En termes alimentaires, c'est pas bon non plus en termes d'impact de mode de production sur l'environnement. Alors comment on résout ce gap entre un constat qui est fait par un certain nombre d'outils de mesure dont nous disposons au niveau national, international, plus difficilement au niveau local et régional, hein, c'est un des problèmes d'ailleurs. Comment on résout cet écart entre le sentiment que nous avons peut-être entre nous, que les choses avancent, qu'elles avancent beaucoup, qu'on est très conscient, etc., et les réalités, hein. La démission du ministre la semaine dernière s'est faite là-dessus. Alors on peut contester ce qu'il dit et la façon dont il dit, mais il s'appuie malgré tout sur une réalité, peut-être qu'il dramatise à l'excès, ou
il le fait peut-être en décourageant beaucoup d'initiatives à juste titre qui émergent déjà et qui sont plus que performantes. Mais comme on l'échangeait avant de commencer, eh bien beaucoup des propos qu'on entend ce matin, je ne vais pas jouer les anciennes combattantes, mais on les entendait il y a 25 et à 30 ans exactement de la même façon. Donc, je ne dis pas ça pour accabler, mais justement pour réagir et pouvoir mesurer déjà ce que nous faisons, d'où nous venons, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui, quel est l'impact de nos actions, et comment on peut projeter sur l'avenir les actions que nous sommes en train d'entreprendre. Quel impact elles vont avoir. Et si on ne sait pas mesurer ça, et c'est quelque chose de très complexe, si on ne sait pas mesurer ça, eh bien on bavarde. Hein, c'est-à-dire qu'on promet beaucoup, on engage beaucoup. Et en ce moment même, d'ailleurs, à San Francisco, il y a un sommet des collectivités, des entreprises, etc., mondial. Moi, je m'en réjouis. Ce sont des moments très importants où il y a des échanges de bonnes pratiques, il y a des échanges entre tous les acteurs publics et privés sur ce qu'il convient de faire pour accélérer la transition. Parfait. Le problème, et d'ailleurs ces acteurs eux-mêmes se posent ces questions, ils sont en train de se les poser et ils se disputent assez fort là-dessus, c'est comment on mesure que les engagements proclamés et les promesses faites sont tenus. Qu'est-ce qui mesure le résultat ? Voilà, donc le premier constat que je fais, et c'est difficile parce qu'il faut des expertises indépendantes, il faut des outils fiables, il faut qu'on arrive à collecter des données, et la question des données est fondamentale. Comment on collecte les données qui nous permettent de mesurer un résultat? Et puis, dernier point, cette mesure, ce n'est pas que du rationnel, ce n'est pas qu'une question d'indicateur. On ne peut pas mettre en chiffres tout ce que nous faisons, donc on parle aussi d'immatériel. L'être humain, la vie humaine, la politique avec un grand P, c'est aussi voilà, des perceptions, de l'émotion, des passions, de la relation. Et tout ça, ça ne rentre pas forcément dans des tableaux de bord. Mais il n'empêche qu'en matière d'impact physique sur notre environnement, que ce soit l'atmosphère ou la terre ou la mer, eh bien, on a besoin de résultats tangibles et compréhensibles et lisibles pour tous. Du coup, Jérôme, peut-être, puisqu'il y a une question directe sur cet écart entre les prises de parole des entreprises, l'avancée qu'elles font, les travaux, parce que toi, tu les conseilles de l'intérieur, nous, on les voit en partie communication, on sait qu'elles se transforment, il y a un décalage, peut-être réel ou pas, entre ce qu'elles font. Est-ce que tous les travaux que tu fais sur les actifs de l'immatériel, les indicateurs qui sont développés autour, sont une réponse pour mesurer cette trajectoire? Oui, alors, vaste question. Alors, c'est le regard du praticien. Je suis à la fois consultant auprès de Direction Générale et effectivement, j'anime un cercle qui s'appelle l'Observatoire de l'immatériel. Je vais venir à la question, puis je vais quand même vous dévoiler ce que c'est que l'immatériel, puisque ça peut paraître un peu abscon. Peut-être en deux mots sur le constat, quelques éléments. Alors, d'abord, il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup d'analystes, beaucoup de financeurs qui s'intéressent à l'extra-financier. Je pourrais vous en donner un certain nombre d'exemples. Vous en avez, vous, aussi sans doute en tête. On pourrait aimer que ça aille plus vite et que ça se développe davantage, mais il y a déjà beaucoup d'initiatives qui sont effectuées. Deuxièmement, aujourd'hui, en termes d'information et d'indicateurs, là j'enfonce des portes ouvertes, c'est un constat d'un trop-plein. Mais c'est aussi le constat de l'indicateur ou la mesure qui est accaparée par certains organismes ou une certaine manière de voir les choses. Si vous prenez la comptabilité qui existe depuis bien longtemps, bah, c'est une manière de voir les transactions humaines et les transactions entre organismes, mais elle n'a pas bougé d'ailleurs beaucoup hein, depuis la Renaissance, et donc elle le sait d'ailleurs, elle manque beaucoup de choses, mais elle évolue très, très lentement. Hein. Et si vous prenez aussi les GAFA, pour ne prendre que ça, ou l'intelligence artificielle qui produit énormément de données, si on n'y prend pas garde, il peut y avoir une manière de voir le monde qui s'impose aux acteurs économiques. Troisième élément, qui dit mesure, on vient de le dire aujourd'hui, dit comparaison. Donc
dès qu'on est dans la mesure, il y a un risque de mimétisme. Et je parle tout de suite, quand je parle d'immatériel, de singularité, parce qu'en fait, ce que l'entreprise, si on prend une entreprise, mais c'est valable pour un écosystème, un territoire, une nation, ce qu'elle exprime en exprimant son immatériel, c'est sa singularité, c'est ce qu'elle est vraiment. Et moi, peut-être la piste et le message d'espoir que j'ai par rapport à la responsabilité sociétale et environnementale, c'est de dire qu'à partir du moment où on crée les conditions pour que les organisations humaines, en particulier les entreprises, expriment davantage ce qu'elles sont, donc leur histoire fondamentale, leur cœur de métier, bon, j'emploie quelques mots, j'en emploierai d'autres tout à l'heure, mais qui font qu'elles sont différentes des autres, et bien finalement, en faisant ça, elles respectent davantage tous les contributeurs et les parties prenantes qui contribuent à cet immatériel. Et donc, elles sont plus responsables envers leurs externalités, quelles qu'elles soient. Donc en fait, travailler sur l'immatériel, c'est une vision assez positive finalement de cette responsabilité, puisque c'est la responsabilité d'un dirigeant d'exprimer cette singularité et par ce biais-là, d'être responsable envers tous ceux qui y contribuent. Et avec l'Observatoire, vous avez effectivement bien déterminé ce que constituaient ces actifs immatériels. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il n'y a que la marque. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Tout à fait. Donc, je fais peut-être une toute petite parenthèse historique et philosophique sur la notion de mesure. Il faut voir que la notion de mesure, dans l'histoire, et en remontant à Protagoras, l'homme est la mesure de toute chose, c'était une émancipation de l'homme par rapport à ce qui pouvait le conditionner, les dieux, la religion, etc. Ensuite, on est passé par la Renaissance, où finalement, la mesure, ça a été, notamment via la science, le fait d'appliquer des nombres sur des objets, et on voit tout de suite l'arbitraire de la mesure, mais qui existe encore aujourd'hui, mais qui existait déjà à l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, l'arbitraire, c'est le choix de mesurer un certain nombre de choses, déjà. Ensuite, c'est le choix de l'étalon de mesure, ou de l'unité de mesure. Et le troisième arbitraire, c'est la personne même qui mesure. Puisqu'en fait, quand la personne mesure, elle mesure dans une finalité, et donc avec l'exercice d'un pouvoir. Voilà. Donc, et d'ailleurs, si vous regardez aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a beaucoup dans la salle, mais si vous regardez la propension ou la frilosité du monde comptable pour bouger les normes, vous voyez bien que c'est aussi des questions de pouvoir. Cet arbitraire, on l'a encore aujourd'hui. Travailler sur l'immatériel extra-financier, c'est lutter contre l'effet lampadaire. En fait, on a les informations, vous les avez dans les rapports sociaux, vous les avez dans les comptes, et en fait, on se contente de ça. Alors, pour en venir, l'immatériel, qu'est-ce que c'est ? Donc l'immatériel, c'est justement tout ce qui est mal comptabilisé. Alors, il y a certaines règles comptables qui permettent de le faire, mais de manière très insuffisante, les incorporelles. C'est en fait tout ce qui fait la singularité, le cœur de métier et qui donne du sens aux activités humaines. Alors on les décompose, il y a plein de catégorisations qui existent, mais pour simplifier, il y a tout ce qui est capital humain, donc tout ce qui est culture de l'entreprise, savoir-faire, des choses qui ne sont pas forcément d'ailleurs formalisables dans des brevets ou des procédures. Vous avez un régleur de machine dans une usine, en fait il a un tour de main qui fait qu'il sait régler la machine. Et il le fait d'une manière particulière, et l'enjeu pour lui, c'est de continuer à le faire, parce qu'il crée de la valeur en faisant ça. On parlait du travail là ce matin, quand on parle d'immatériel, on parle beaucoup plus de travail finalement que de capital, et donc ce régleur de machine, il a un savoir-faire. La deuxième catégorie, c'est le capital organisationnel, donc tous les modes de fonctionnement qui caractérisent une entreprise, sa gouvernance, ses manières de faire. Et puis le dernier champ, c'est tout ce qui relie l'entreprise à son environnement, dans lequel il y a la marque, mais il y a aussi toutes les relations avec les fournisseurs, les clients, les influenceurs, les autorités de régulation, peu importe, c'est un champ très vaste. Et ce qu'il faut voir, c'est ces actifs, il y a une certaine complexité, il faut accepter et se confronter à cette complexité. Ces actifs, au-delà de ces catégories que je viens de citer, interagissent les uns avec les autres. Et donc en fait, l'enjeu, c'est que le dirigeant prenne conscience de ces actifs et aussi dans un récit, finalement, parce que le récit est important, ça va nous mener à la question de communication. Il arrive à modéliser d'une certaine manière les interactions de ces actifs qui créent une proposition de valeur absolument différenciante. Voilà, je peux vous donner moult exemples, je vais vous en donner un seul peut-être dans la grande distribution. Vous pouvez, si vous passez très vite, comparer Carrefour et Leclerc. Vous pouvez dire, bon voilà, on pousse des caddies dans des rayons, c'est comparable, je regarde les comptes, il y a à peu près les mêmes ratios. Ça va sans dire que ce sont des sociétés qui, au regard des quelques catégories que je viens de citer, sont complètement différentes. Et d'ailleurs, il y a des modèles qui réussissent plus ou moins bien, qui arrivent à attirer des ressources durablement ou pas.
Voilà. Alors comme c'est assez complexe de qualifier ces actifs immatériels, l'Observatoire commandé ou sous la commande de la Direction générale des entreprises a réalisé un autodiagnostic qui va bientôt sortir. Tu peux nous en parler ? Tout à fait. Donc l'Observatoire travaille depuis très longtemps avec la Direction générale des entreprises au ministère de l'économie et des finances dans une action collective qui vise à définir des méthodes, des points de vue, et c'est en open source, puisqu'une fois que c'est fait, c'est mis à disposition du grand public. Il y a beaucoup de méthodes qui existent. Alors, l'avalanche de méthodes dont souffrent les chefs d'entreprise, c'est qu'ils ne savent plus à quel sens où est, et puis ils sont assez... je pourrais vous connaissez la Global Reporting Initiative, par exemple, ou le reporting intégré, qui est plutôt d'origine anglo-saxonne, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Mais bon, c'est le trop-plein, et les chefs d'entreprise n'ont pas tellement envie de se voir imposer une nouvelle fois, une autre manière de faire du reporting ou de communiquer sur ce qu'ils font. Donc là, le point de vue, c'était finalement de partir de l'entreprise sous un format d'expérimentation. Donc on a travaillé avec une quinzaine de patrons de TPE et PME, avec un organisme qui nous a aidés, Atemis, et dans le but de fournir une série d'indicateurs. Donc il y a 10 catégories, 26 thèmes qui vont être regroupés dans un site qui s'appelle Cap Immatériel, qui effectivement va être officialisé le 27 septembre par la DGE. Donc le but, on est dans l'incitation. Il n'y a évidemment aucune coercition. Ce qui est bien, c'est qu'on a quand même une quinzaine de dirigeants qui nous ouvraient des grands yeux ronds quand on leur parlait de ces sujets-là il y a 4 mois, et qui maintenant se sont dit, oui, moi ça me permet de mieux exprimer mon contenu de marque, ma différence quand je parle avec mes clients, qu'est-ce que je dis à un candidat quand je souhaite l'attirer, comment je travaille mon allocation de ressources, et finalement c'est très concret. Enfin, c'est la manière, et donc on a non seulement les indicateurs avec toute une série de fiches, etc., un peu rationnel, mais on a aussi travaillé à chaque fois, dans chacun des cas, sur un récit, une narration. Et là, je me tourne vers les spécialistes de communication. C'est vrai que quand on regarde les rapports financiers, il y a déjà beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus. Je ne vais pas les citer, mais on notait une certaine pauvreté dans justement ce qui est l'essence même de l'entreprise et ses immatériels. Alors, parce qu'il y a du mimétisme, parce qu'on considère que c'est pas bankable, que ça va n'intéresser personne. Au contraire, c'est ce qui donne du sens. Voilà, c'est ce qui intéresse. Donc voilà, ça c'est une des initiatives. Donc il faut retenir que c'est expérimentation. C'est mis à disposition du grand public dans une logique de communication. Il y a une logique d'auto-évaluation, c'est-à-dire qu'en fait on met à disposition une sorte de petite démarche où le dirigeant et son équipe de direction doivent s'auto-évaluer et en même temps définir un certain nombre d'actions pour préserver ses actifs et en faire des leviers de compétitivité et de développement. Et donc apprendre à le partager avec l'ensemble de ces parties prenantes, dont le grand public. Est-ce que Valérie, tu crois que dans ce qui est quand même encore assez nouveau, émergent, tu penses que le grand public, ça va peut-être une piste pour l'aider à comprendre, ce qui à mon avis n'est pas le cas aujourd'hui. Qu'est-ce que font les entreprises? Est-ce qu'elles sont réellement engagées? Est-ce qu'elles font son bien? Je pense que tous les deux, vous avez dit plusieurs choses très importantes. D'abord, il y a une question de fiabilité des méthodes dans un contexte où le grand public ne croit plus vraiment, n'a pas confiance véritablement dans l'entreprise ni dans la puissance publique. Donc on a quand même là-dessus une difficulté. Ensuite, vous l'avez dit aussi, c'est la création d'un récit, d'une narration. À partir du moment où on n'a pas confiance, si la narration... si vous n'avez déjà pas confiance dans l'acteur, sa narration forcément peut vous apparaître comme suspecte, pouvant même aller jusqu'à une défense pro domo et donc à une association, à une forme de lobbying. Ce qui pose quand même un certain nombre de questionnements. Et malgré toute la rationalité, comme vous le dites, derrière laquelle il y a la construction de cet indicateur, on a aujourd'hui affaire à une foultitude d'indicateurs, un peu comme si on voulait noyer le grand public. Sincèrement, je vous mets au défi de vous y retrouver dans tous ces indicateurs, sachant qu'en règle générale, les formations initiales dont nous avons tous pu bénéficier ne nous ont pas permis non plus de véritablement appréhender d'une façon simple la question des indicateurs, de les comprendre et surtout de se projeter. Je pense que Marie-Hélène a dit quelque chose aussi qui m'a beaucoup interpellée. Comment on fait pour se projeter dans une vision d'avenir
face à ces indicateurs. Je vais prendre un exemple très simple. Par exemple, dans un journal télévisé, à 3 secondes d'intervalle, à la fin, on va vous parler de croissance automobile, de la production de véhicules automobiles, en vous disant qu'il y a une catastrophe mondiale qui se passe parce qu'il y a la chute de la production automobile, donc il y a moins d'emplois, etc., etc. 3 secondes plus tard, on vous dit « Ah, très important, il faut qu'on développe une politique de transport en commun volontariste et de mode doux. » Sincèrement, le grand public, pour lui, il se dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire ?» Et quand tu te remets en perspective par rapport au questionnement même de la place de l'environnement dans les préoccupations des Français, on fait des baromètres depuis plus d'une vingtaine d'années qui montrent bien qu'il y a une conscience, mais qu'aujourd'hui, par rapport à l'intégralité des problèmes auxquels ils sont confrontés, ils ont d'abord des problèmes d'emploi, ils ont quand même des questions de... en un mot, qu'est-ce que je mets dans mon assiette ce soir? Ils ont tout un tas de questionnements et l'environnement arrive beaucoup plus bas, à peu près à la même hauteur que l'éducation, si je me souviens bien, aux alentours de 15-18%. Vous voyez, on n'est pas dans les priorités les plus hautes. Et certes, parmi les priorités environnementales, il y a la question du changement climatique. Néanmoins, voilà, je pense qu'il y a aujourd'hui donc certainement pléthore d'indicateurs. On en a un qui a bien émergé, à mon avis, et qui est très intéressant, c'est cette question du jour du dépassement et de l'empreinte écologique. Aujourd'hui, c'est un chiffre, et c'est quelque chose qui est bien appréhendé, notamment par les médias, qui rentre bien dans la tête des gens, parce que c'est effectivement assez parlant de vous dire que le 1er août, effectivement, on a consommé toutes les ressources disponibles sur Terre, sachant que ça, c'est pour niveau monde, et puis qu'en France, on est allègrement au niveau du 5 mai. Donc ça, il y a une correspondance qui vous permet de vous projeter et de comprendre ce dont on vous parle. Mais comment fait-on véritablement pour choisir des indicateurs, pas trop nombreux, qui puissent parler et dans lesquels les gens puissent se projeter? Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, je pense que là-dessus, là où on a une difficulté, c'est que pour aider le grand public à partager le diagnostic, il faut quand même être au plus près de ses préoccupations à lui. Et c'est vrai que parfois, on a tendance à voir l'indicateur dans une dimension plutôt, technocratique. Et donc, à partir de là, on se demande, est-ce que moi, je suis véritablement concernée? Qu'est-ce que ça fait pour moi? Oui, je vois tous ces chiffres, ça monte, ça descend, ok, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, là où j'avais trouvé ça particulièrement intéressant, c'est l'expérimentation, l'expérience menée notamment par le comité 21, qui avait fait une sorte de tour de France des objectifs du développement d'Europe. Je pense que tu es associé. Et donc, où, sur le terrain même, il y avait eu une capacité, mais je parle sous contrôle, de mieux faire comprendre comment on avait ces indicateurs au niveau macro et au niveau monde, comment est-ce qu'il y avait un lien qui se faisait avec des indicateurs présents sur le territoire, et comment, en gros, ensuite, ça allait pouvoir permettre de, disons, vérifier, valider que les politiques mises en place allaient dans le bon sens. Mais sans cette traduction-là, je pense qu'aujourd'hui, les efforts entrepris par les entreprises au niveau national, par la puissance publique et même au niveau des collectivités territoriales, ça reste des chiffres qu'il est encore difficile au grand public d'appréhender. Et la question de la refondation d'une narration ou d'un storytelling est indispensable. Donc bravo pour ce que vous avez fait. Alors, très bonne transition sur le dernier point. C'est parfait. Sur parce que tu trouves qu'il y a trop d'indicateurs, mais il y en a 98 nouveaux qui arrivent, parce que vous savez que les indicateurs pour les objectifs du développement durable sont tout chauds, là, ils viennent d'arriver. Et je trouve que ta question est intéressante. Est-ce qu'on peut faire un lien pour le grand public entre ces nouveaux indicateurs qui arrivent pour l'entreprise? Il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ont intégré ces objectifs du développement durable comme trajectoire, comme guide pour leur stratégie. Les indicateurs arrivent. Est-ce qu'ils sont bons pour le grand public? Est-ce qu'ils sont liés avec ces indicateurs extra-financiers, de l'immatériel qui intéressent plus le monde de la finance? Alors d'une part, ce ne sont pas des nouveaux indicateurs. Voilà. Déjà, information, si vous voulez aller voir de quoi on parle, vous allez sur le site de l'INSEE, dans la rubrique statistique, dans la rubrique ODD, et vous allez voir donc le résultat du travail du Comité national de l'information statistique,
qui a créé un groupe de travail à cet effet. Je m'excuse, c'est un peu techno, mais ça a rendu un résultat formidable. Et donc ce fameux CNIS a réuni l'ensemble des parties prenantes, des partenaires publics et privés, pas que des administrations, pour déterminer quels étaient les 98 indicateurs français les plus pertinents pour répondre aux 17 objectifs de développement durable qui concernent tous les sujets, social, environnement, santé, etc. Parce que le développement durable, c'est transversal, c'est une notion absolument essentielle. Et donc, l'ONU a proposé 240 indicateurs. La France, elle, en a sélectionné 98, qu'elle a déjà. Mais l'INSEE a réuni tous nos producteurs de données et de statistiques, ce qui est déjà en soi quelque chose de nouveau, parce que là aussi, les organes statistiques sont assez sectorisés, pour trouver les meilleurs indicateurs qui sont les plus parlants, surtout les plus fiables, hein, avec ce problème, encore une fois, de données, et qui puissent ensuite être, intégrés dans une sorte de tableau de bord, hein, de la trajectoire de développement durable de notre pays, et qui permettrait au grand public aussi de s'emparer de ces sujets, de comprendre non seulement ces résultats, mais leur trajectoire, et surtout quelles sont les actions derrière qui doivent être menées pour améliorer ces résultats. Même chose au niveau... Même problématique au niveau régional et local. En ce moment, les régions sont en train d'élaborer, là aussi, je m'excuse pour le terme un peu technique, des schémas régionaux d'aménagement durable et d'égalité des territoires. Hein, c'est en ce moment, elles doivent le proposer en 2019. Et le but de cette politique publique, parce que moi je pense que politique publique et politique privée, enfin des milieux économiques, il faut que ça marche ensemble, sinon je pense qu'on n'y arrivera jamais. Les régions, elles aussi, doivent faire ce travail d'interconnexion des politiques. C'est-à-dire que jusque-là, on avait la politique économique, etc., la croissance, le développement des transports, des infrastructures, tout ce que vous voulez. Et puis à la fin, il y avait l'environnement qui venait en aval, et on disait, bon, on va mesurer l'impact de tout ça. Oh, bon, bah, c'est pas terrible. Alors on va faire de la réparation ou de la compensation, mais on n'intégrait pas la problématique même, hein, du mode de développement, ce qu'on est en train de faire. Voilà. Donc ces objectifs, ces indicateurs du développement durable français, alors ils ne sont pas nouveaux, ils existent, il y en a déjà beaucoup. La France est plutôt bien placée dans certains domaines, beaucoup moins bien dans d'autres, mais enfin vous verrez ça aussi sur les sites interactifs qui se développent, parce que là aussi il y a des gros efforts de communication pour rendre ces résultats accessibles à tout le monde. Et après, il y a la problématique, mais j'ai que 2 minutes, donc je vais pas... Mais je prends l'exemple de la rénovation thermique des logements, des bâtiments, dont on parle beaucoup. Hein. Et on dit, mais on n'y arrive pas, 500 000 logements par an, on n'y arrivera jamais, il faut mettre des sous. Alors effectivement, ça demande un investissement très important et sur le long terme. Bon. Et là, qu'est-ce qu'on mesure aussi, hein, le résultat? Mais la difficulté, c'est que, et c'est pas nouveau, quand on rénove aussi des logements, il y a ce qu'on appelle un effet rebond, hein, c'est-à-dire que les personnes qui sont dedans consomment plus d'énergie parce qu'elles peuvent avoir accès à une température plus élevée et plus agréable que les 18 ou 19 degrés qu'ils atteignent péniblement. Bon, bref. Il y a des problèmes de retour sur investissement. Comment investir dans la rénovation de logements quand vous savez que vous investissez beaucoup, mais que le retour sur investissement, ça va être sur 20 ans, 25 ans, etc. Enfin, plus tous les problèmes d'image, hein, de perception aussi et d'engagement de ces sujets. Donc c'est tout ça qu'il faut résoudre en même temps et rendre les trajectoires lisibles. C'est-à-dire, c'est pas le tout de dire qu'est-ce que je peux faire, hein, et d'ailleurs c'est pas qu'une question individuelle, c'est d'ailleurs pas complètement une question individuelle, c'est une question de politique globale, macro, économique et publique. Donc, qu'est-ce que je peux faire, mais comment je mesure aussi le résultat de ce que je fais, parce que beaucoup aussi d'acteurs publics et privés, global, locaux, micro ou macro, s'interrogent aussi, ils disent à quoi bon faire ceci ou cela si je ne suis pas capable de démontrer que mon action a un effet majeur sur l'objectif que je veux atteindre. Alors, là, moi, ma pendule dit 35, donc normalement, on aurait dû s'arrêter. Comme Alain ne gigote pas au fond de la salle, est-ce que quelqu'un a une question pour nos intervenants?
Non, il y a un point qu'on avait évoqué qui est intéressant, c'est le citoyen collecteur de données, citoyen lui-même, voilà, qui peut peut-être être intéressant. Et puis... Oui, je trouve que c'est assez intéressant justement tout ce débat-là sur le fait que sur la place et le rôle du citoyen dans cette question des indicateurs. Et c'est vrai qu'on a pu constater depuis plus d'une dizaine d'années le développement des sciences participatives et de l'observation sur le terrain. Comment est-ce qu'on fait pour que le citoyen devienne acteur et notamment, par exemple, on va parler de tout ce qui a été mis en place par le muséum sur Viginature avec, par exemple, le comptage des papillons, qui est extrêmement intéressant. Alors au début, quelques personnes, puis progressivement de plus en plus, etc. L'engagement également de jeunes qui s'investissent. Et puis, du coup, un sens qui se fait entre un chiffre. J'ai une population, par exemple, de 50 000 papillons sur tel territoire, et le fait que, ah ben moi aussi, j'ai participé à ça. Et du coup, le chiffre prend un aspect beaucoup plus concret. Et c'est en ça que c'est extrêmement fort. On pense aussi, par exemple, à tout ce qui est lié au World Cleanup Day, qui va avoir lieu demain, ou à toutes les actions d'engagement où les citoyens ramassent des déchets, les pèsent et se rendent compte, ça matérialise mieux également ces chiffres colossaux qui peuvent vous dire que vous produisez vous-même 590 kilos de déchets par vous perso. Vous vous dites, mais ça fait quoi 590 ? Ben, quand vous voyez tout ce que vous commencez à ramasser sur un bord de plage, sur un bord de rivière, autour des arbres, eh bien, vous participez à ça et ça donne davantage de sens. Et là où je rejoins Marie-Hélène, c'est vrai que ce n'est pas qu'une action individuelle, c'est une action qui doit s'inscrire, qui doit être bien sûr collective, qui doit être liée à des communautés. Mais je pense que par rapport à ça, le fait de donner plus de sens en accompagnant le citoyen pour que lui aussi, à son échelle, il puisse participer et faire remonter des chiffres, eh bien, ça permet de coordonner ce que tu appelles de tes vœux. Moi, Jérôme, j'ai une question. Tes indicateurs, ils existent quand même depuis un certain temps. Ils sont surtout regardés, analysés par le monde de la finance. Il y a un chiffre qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, les financiers s'accordent pour dire que la valorisation d'une entreprise, pour 60%, est liée aux actifs immatériels. Donc pas du tout pour les chiffres qui sont comptables. 60% en moyenne. Donc c'est un indicateur regardé, plus que regardé par le monde de la finance et les directions générales. Tu entends Marie-Hélène et Valérie qui trouvent que et le grand public et l'État, la puissance publique, ont du mal à comprendre la trajectoire des entreprises. Est-ce que, avec les nouveaux travaux de pédagogie, tu penses que ces indicateurs vont parler à un plus large public ? Oui. Oui, alors, bon, le grand monde de la finance. Il faut savoir, déjà, dans le grand monde de la finance, il y a beaucoup de financiers. Si par exemple Olivier Millet était là, qui est président de l'Association française des capital investisseurs, qui rassemble les 300 plus grandes sociétés de capital investissement, ou pour y avoir d'autres acteurs, les choses bougent. Il y avait il y a 15 ans, quand on faisait une opération de M&A, on regardait le fameux goodwill ou on faisait une due diligence. Je pense qu'on restait sur des ratios assez classiques. Et aujourd'hui, la culture d'entreprise, par exemple, est un sujet qui intéresse énormément les investisseurs. Et pourtant, rien de plus évasif, émotionnel. J'emploie le mot évasif, c'est un peu le mot du philosophe François Julien, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais il nous conseille de ne pas uniquement parler d'indicateurs, mais aussi d'indices. C'est-à-dire, en fait, il y a des choses qui ne sont pas assignables, qui ne sont pas rigidifiées, et en fait, ce qu'il faut mesurer, c'est plus la propension des choses ou le potentiel des choses que ce qu'elles ont déjà donné en termes de résultats. Quand on mesure les actifs immatériels, c'est justement ça. Alors, donc, moi, je suis assez optimiste là-dessus. On en parlait tout à l'heure. Je vous donne un exemple. Il y en a vraiment énormément. Quand une société comme l'Aïol décide d'investir dans un territoire pour renouveler les métiers de coutellerie, créer une école et donc revitaliser un réseau local.
on peut considérer qu'il y a des externalités positives et que ça profite aussi à l'AIOL en matière, et ce qui a permis d'ailleurs à l'AIOL de ne pas disparaître et de reconquérir des parts de marché et du price premium. Voilà, donc en fait, en faisant ça, et donc ça se mesure, c'est une autre conception de l'entreprise. Peut-être en quelques mots, quelques idées aussi là peut-être pour inspirer. Donc dire active, juste, on parle de ressources, c'est un terme important. D'ailleurs, on en parlait ce matin. Jean-François Nouvel parle de ressources intégrales. On parle de ressources immatérielles, donc je pense qu'on n'est pas loin. Il faut avoir un nombre limité d'indicateurs, ça c'est sûr, mais ça, le Balance Scorecard et Kaplan Norton nous le disaient déjà il y a 25 ans, sauf qu'on était quand même trop sur du matériel et du financier. Il faut que ça parle, il faut que ce soit du sur-mesure. Alors là, je dis aussi quelque chose d'important. Il n'y aura pas, sans doute, de normes ISO sur l'immatériel. C'est-à-dire que, en fait, il faut qu'il y ait un accord de méthode sur l'immatériel. C'est un chemin. Ce qu'on pilote, c'est surtout la transformation. Donc, on peut le figer, on peut faire des photos, mais il ne faut pas que ce soit coercitif. Ça doit rester incitatif. Et donc, ça pose là aussi la question des fiabilités. Et ça, je vous le dis, j'en ai parlé par exemple beaucoup avec le gardien du temple, qui est le président de l'autorité des normes comptables. Donc, on ne peut pas le taxer d'être rebelle par rapport aux normes là-dessus. Voilà. Et lui, ce qu'il nous dit, c'est que il faut qu'on aille au-delà sur l'extra-financier. Et donc, mais ce ne sera pas normé. En revanche, les sources, on peut les citer. C'est pas tamponné par un auditeur, mais on peut citer les sources. Il y en a certaines qui sortiront du système d'information, d'autres qui sortiront par une étude de ce qui est dit sur les réseaux sociaux, et puis il y aura d'autres sources. Mais ça, je pense que c'est quand même de nature, si on a la colonne vertébrale d'exprimer la singularité de l'entreprise, c'est quand même de nature à ce que tout le monde s'y retrouve. Les collaborateurs, les clients, toutes les parties prenantes, et peut-être le grand public, pour peu qui s'intéressent à cette entreprise. Voilà. Bon, il faut s'arrêter. Marie-Hélène voulait encore intervenir. Merci à vous. Et de toute façon, l'esprit de cette université, c'est qu'on continue les échanges partout pendant la journée.